Voilà, merci de regagner vos places. Donc pour cette première intervention de ce matin, nous accueillons Monsieur Robert Lafort, professeur émérite en sciences politiques à Bordeaux, à l'Université de Bordeaux. Voilà, qui va faire une communication sur constats, paradoxes, évolution de pratiques liées à la décentralisation. Alors pour présenter cette conférence le plus rapidement possible, au carrefour de la centralisation et de la décentralisation, d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Monsieur Lafort, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ces assises. Je vois que c'est la deuxième fois, peut-être la troisième, que je participe à des assises. Alors, j'en viens tout de suite à mon propos, puisqu'on dispose de 30-35 minutes, si on veut avoir un peu de temps pour des questions. Donc, comme ça vient d'être dit, la thématique qui m'était proposée, c'était constat, point d'interrogation, paradoxe, point d'interrogation, évolution de pratiques liées à la décentralisation. Alors, je vais transformer un peu la commande, si vous voulez, et je vais essayer de réfléchir, puisque c'est le thème de vos assises, au rapport entre la protection de l'enfance et ce qu'on appelle la décentralisation. Alors, je dois vous l'avouer, c'est un thème qui m'a posé quelques problèmes. J'avais eu le tort de ne pas trop y réfléchir à l'avance. Et il y aurait des choses à dire, mais c'est assez compliqué d'introduire une réflexion sur, au fond, y a-t-il un lien, et lequel, entre centralisation, décentralisation d'un côté et protection de l'enfance, plus largement action sociale. Alors j'ai tenté d'essayer de le faire, alors en indiquant, et pour en terminer avec ces propos liminaires, en rappelant que quand on parle de décentralisation, moi personnellement, je préfère parler du système politico-administratif. Parce que si vous voulez, quand on parle de décentralisation, on parle surtout des collectivités territoriales, mais la chose est plus complexe. Il y a un enchevêtrement entre l'État central, les administrations déconcentrées, ces administrations déconcentrées étant elles-mêmes plurielles statutairement, si on considère qu'il y a des services déconcentrés et qu'il y a des structures un peu curieuses dans le champ de l'action sociale, l'ARS, qui est une agence, ce n'est pas un service extérieur de l'État à proprement parler. Il y a donc les collectivités territoriales qui elles-mêmes maintenant sont au nombre de 4 niveaux de collectivités territoriales, communes, intercommunalités, départements, régions. Il y aurait à évoquer, mais on ne va pas pouvoir le faire, l'Union européenne qui est venue se placer au-dessus de la structure étatique. Et puis, il y a, vous en faites pour un grand nombre d'entre vous partie, il y a ce que j'appelle les groupements intermédiaires, c'est-à-dire des structures qui sont soit délégataires de missions de service public, soit chargées de missions d'intérêt général ou d'utilité sociale. Il faut dire d'ailleurs d'utilité publique au sens de l'article L311-1 du Code, et qui sont pour une grande partie associatives, minoritairement fondatives, et dans certains secteurs, en extension, des entreprises commerciales. Je pense par exemple au champ des personnes âgées. Donc, on a un conglomérat assez complexe d'opérateurs qui constituent un véritable système que j'appelle donc politico-administratif. Alors, comme on vient de vous le dire, car c'était le propos qu'on a échangé avant que nous commencions, je vous propose une démarche en 3 temps qui est assez simple. Premièrement, d'où venons-nous? Deuxièmement, qu'est-ce qui nous arrive? Troisièmement, où allons-nous? Alors, d'où venons-nous? C'est très important de le dire. Pour la raison, ce sera le fil de mon propos,
on le retrouvera au passage, que le poids des arrangements du passé, le poids de l'histoire, est actuellement extrêmement important, tant dans le système politico-administratif que dans le champ de l'action sociale, et donc pour ce qui concerne la protection de l'enfance, qui est un élément de cet ensemble qu'on appelle l'action sociale, que moi j'appelle le système assistentiel, qui nous vient des vieilles lois républicaines de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qu'on appelait à l'époque l'assistance publique. Alors, prenons les choses dans l'ordre. D'où venons-nous? Que nous arrive-t-il? Où allons-nous? Alors, d'où venons-nous? Je vais prendre les deux éléments que je voudrais comparer devant vous, le système politico-administratif et l'action sociale dans laquelle figure la protection de l'enfance. Pour ce qui est du système politico-administratif, nous venons d'un modèle que l'on pourrait appeler, c'est le modèle républicain d'administration publique, qui émerge au XIXe siècle, qui se solidifie au XIXe siècle et qui acquiert une sorte de fonctionnement massif après la Seconde Guerre mondiale. C'est un système que j'appelle départementaliste. Pierre Rosanvallon nous dit que c'est un système de jacobinisme apprivoisé. C'est-à-dire c'est un système très centralisé qui fait l'objet d'un aménagement tel qu'il y a des adaptations localisées, des politiques construites et menées par le centre. En gros, l'État agit, l'espace qu'on appelle d'ailleurs à l'époque local, c'est-à-dire l'espace de projection des politiques nationales, des politiques de l'État, l'espace local discute avec l'État pour obtenir des aménagements, adaptations, mises en œuvre localisées des politiques publiques. Et dans ce modèle, le maillon le plus important, c'est le département. Le département, dans sa forme d'avant 1982-83, c'est une structure où vous avez un exécutif, c'est l'État, c'est le préfet, avec tous les services extérieurs de l'État qui agissent sous la responsabilité du préfet, et vous avez une assemblée de notables qui représentent les entités locales, le localisme, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on fait dans le département? On discute les politiques nationales pour les adapter aux réalités locales. Le département, pour le dire simplement, c'est un lieu où on parle le français et le patois. On traduit le français en patois et le patois en français. Ce modèle a atteint sa plénitude après 1945 et encore plus après 1958, dans la période gaullienne, lorsque se sont développées les grandes administrations publiques, santé, emploi, économie, aménagement du territoire, urbanisme et social. Et pour ce qui est du social, la quintessence de cette évolution, c'est la création de la DAS, Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, en 1964. Voilà. Ce modèle est extrêmement efficace. Il a duré 2 siècles. Le préfet est inventé par Napoléon, le département est inventé par la Troisième République, et les communes sont la reprise des anciennes paroisses. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Au département, le conseil général représente les communes, qui est conseiller général, un maire, élu par les autres maires. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Du côté de l'action sociale, après une première période de mise en œuvre que j'appelais les lois d'assistance, que moi j'appelle le modèle tutélaire d'action sociale, après 1945, on va mettre en place un modèle que j'appelle le modèle réparateur. Et la protection de l'enfance en fait partie. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans une société qui, après 1945, se modernise, c'est-à-dire se transforme, s'urbanise, dans lesquelles l'emploi salarié se substitue massivement aux professions indépendantes, à l'atelier, à la ferme, à la boutique.
dans lesquelles l'État va développer des politiques extrêmement intrusives d'urbanisme, d'aménagement, des politiques de santé publique. Autrement dit, l'État fait monter le niveau des normes qui viennent cadrer la vie des individus. Évidemment, les individus s'en portent plutôt bien. On est dans une période où tout cela accompagne ce qu'on appelle le progrès social. Mais il faut bien voir que la densité normative de la vie collective s'accroît. Autrement dit, on est de plus en plus encadré par des politiques publiques, éducatives, etc. Et ces politiques publiques supposent des niveaux de compétences et d'adaptation plus importants, ces compétences plus importantes que ne le supposait le modèle de la société des terroirs, où là, les rapports sociaux étaient spontanés. On n'apprenait pas son métier, on reproduisait le métier. On n'allait à l'école que pour avoir un bagage minimal pour la grosse majorité des gens. Voilà que, et ça c'est ce qui concerne la protection de l'enfance, voilà que dans des champs très importants de la vie individuelle et collective, les compétences requises s'accroissent. Il faut se débrouiller dans un système scolaire en pleine expansion, avec des filières qui vont opérer des tris de plus en plus sélectifs dans la population, en indiquant et en conférant la valeur des individus. Voilà qu'il faut faire vacciner ses enfants, qu'il devient obligatoire de les faire suivre, qu'on a des prestations familiales qui sont conditionnées par des comportements adéquats des parents. Que se passe-t-il dans un tel système? Eh bien, il y a des gens qui sont à distance de ces normes. Soit ils ne peuvent pas les tenir, c'est tout le champ de l'handicapologie, soit ils sont à distance de ces normes parce qu'ils ne les respectent pas, c'est ce que les sociologues appellent la déviance, la marginalité. Tout ça va se configurer sous une appellation générique, c'est l'inadaptation, les inadaptations. Et le modèle d'action sociale va s'organiser sous forme de filières spécialisées de prise en charge des inadaptés. Et on va découper les inadaptés en catégories, en sous-catégories, chaque catégorie ou sous-catégorie étant affectée, à la suite d'un système d'orientation, à telle ou telle filière. C'est ce qui va faire naître ce que la loi de 1975 inscrit définitivement dans le droit, ce qu'on appelle les établissements sociaux et médico-sociaux, qui eux-mêmes, pour se développer, s'organiser, supposent une politique publique, c'est-à-dire une police administrative avec des autorisations, des habilitations, la tarification, tout ça qui va se mettre progressivement en place. Ce modèle, il est tout à fait en accord avec l'organisation locale des services de l'État. Chaque service de l'État a ses opérateurs, si vous voulez, spécifiques, il les organise lui-même, etc. Donc il y a une concordance générale entre l'administration locale, ses logiques de fonctionnement, et l'action sociale. Au fond, on peut le dire, de la même façon que l'administration locale est organisée de façon verticale, sectorielle, elle découpe la réalité sociale en tranches, elle projette les services, et l'action sociale est elle-même organisée de façon verticale, sectorielle. Voilà. Tout ceci présenté de façon, j'espère, claire, mais évidemment très schématique. Que nous arrive-t-il? Deuxième partie. Ce qui nous arrive, c'est que ce bel arrangement se met par terre, tombe, ne fonctionne plus. Alors vous me direz pourquoi? Je peux identifier deux grandes séries de raisons. La première étant pouvant se découper en deux ensembles. Il y a d'abord des mutations culturelles absolument incroyables. Absolument incroyables. Jamais dans une société, les individus que nous sommes n'avaient connu de telles transformations. Jamais. Ce qui était établi depuis des siècles se transforme. Quelles sont ces transformations? Première grande catégorie culturelle.
Premièrement, il y a des mutations que moi je qualifie d'anthropologiques. C'est-à-dire que le statut des humains et la façon dont les humains se considèrent les uns par rapport aux autres se transforment. Dans la protection de l'enfance, vous ne pouvez pas ignorer ça. C'est la famille. Pourquoi est-ce qu'en 1959, quand on fait le code de l'action sociale, on l'appelle l'action sociale, le code, de l'aide sociale et de la famille, Et pourquoi en 2001, quand on fait le code qui reprend les mêmes domaines, on l'appelle code de l'action sociale et des familles? Le changement qui passe du singulier au pluriel recouvre une mutation absolument vertigineuse. Tout est remis en cause, la façon de faire les enfants, la façon de les élever, la façon de s'associer, les systèmes de solidarité, la façon de mourir, puisque maintenant, nous sommes en train d'en discuter. Ce sont des mutations anthropologiques. On peut en discuter à perte de vue, on peut être pour, on peut être contre, de toute façon, le train passe. C'est comme ça, on n'y changera rien. Tout ce qui est possible de faire, notamment par la technologie et les technologies médicales, tout sera fait, ça c'est sûr. Aucun comité d'éthique ne pourra opérer un retour en arrière. Donc, mutation anthropologique. Et évidemment, elle diffracte ses conséquences dans tout le paysage social. Moi qui vous parle et qui suis un peu vétuste, je suis né dans un autre monde, franchement. Je suis né dans un autre monde. Et je vis dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde qui m'a vu naître. Mutation très importante que j'appelle l'âge du second individualisme. L'individualisme, qui est attaché à une transformation culturelle fondamentale, vient de la modernité européenne. L'individualisme, c'est ce que j'appelle le fait libéral. Je ne parle pas du libéralisme. Le libéralisme, c'est une idéologie. Le fait libéral, comme je l'indique, c'est un fait. Quel est ce fait? L'individu prime sur le collectif. Le collectif, c'est un assemblage d'individus. Toutes les sociétés humaines pensaient le contraire et s'organisaient en conséquence. C'est le collectif qui prime sur les individus. Dans le premier libéralisme, nous avons finalement, si on prend la Révolution française jusqu'aux années 80, nous avons aménagé ce système en maintenant quand même des systèmes collectifs tutélaires, c'est-à-dire les individus étaient libres, mais leur liberté passait par leur capacité à faire allégeance à des institutions, à entrer dans des institutions qui les produisaient comme sujets libres. Le lien entre l'individu et l'institution était un lien de relative subordination. La nouveauté, à partir des années 80-90, c'est que l'individu ne fait plus allégeance aux institutions. Les institutions sont mises à son service. Ça ouvre un chantier, je vais y revenir, c'est ma troisième partie, absolument vertigineux. Comment faire des sujets humains qui ne soient virtuellement pas produits par des institutions? En l'exprimant comme ça, je le dis, c'est une absurdité pure et simple. Parce que nous, comme individus, nous sommes de part en part institués. Alors nous sommes institués comme libres, mais c'est une norme sociale. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, une demande des individus. Comme si, j'y reviendrai, mais l'intérêt de l'enfant, par exemple, fut-il supérieur? C'est une norme sociale. Ce n'est pas l'enfant qui dit quel est son intérêt. Dans aucune société, ça a existé, ça. Donc,
nous sommes confrontés à un renversement des rapports entre l'individu et les institutions, l'individu et le collectif. Alors, qu'est-ce que ça produit dans les deux champs que j'ai évoqués? Alors, il y a un deuxième facteur de transformation, c'est évidemment, je fais court, j'appellerais ça la globalisation, c'est-à-dire l'affaiblissement du système relativement stable dans lequel s'étaient développées nos sociétés, c'est-à-dire un système dans lequel il y a concordance entre un État national, une communauté humaine qu'on appelle les nationaux, les Français, si vous voulez, et puis un système d'organisation, c'est l'État français et ses administrations. Voilà. Il y a concordance. L'économie elle-même, d'ailleurs, se pense à l'intérieur de ce cadre. Elle a beau être capitaliste, c'est un capitalisme national. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80? La globalisation, c'est l'ouverture des frontières, voire même, dans une certaine mesure, la disparition des frontières. C'est-à-dire les gens circulent, les capitaux se promènent, les entreprises s'internationalisent. Alors les gens circulent, côté positif, moi-même j'y ai concouru. J'ai voulu internationaliser mes étudiants, c'est-à-dire les faire aller à l'étranger, etc. Côté plus négatif, c'est les migrations. Parce que ça, on a du mal à... Le premier est positif, le second ne l'est pas, mais c'est la même chose, d'une certaine façon. Donc, la globalisation transforme les modèles d'organisation hérités, et notamment, j'y viens, c'est le premier point, le système politico-administratif local. Donc, les États nationaux entrent en crise, en difficulté, par rapport à cette nouvelle donne dans lesquels ils ont de plus en plus de mal à maîtriser les éléments qui sont nécessaires pour s'organiser, pour agir, et notamment pour agir dans les espaces locaux. D'ailleurs, on passe à cette occasion du local au territorial. Qu'est-ce que ça veut dire? Le local devient territorial. Dans la Constitution, les collectivités ne sont plus locales, elles sont des collectivités territoriales. Donc on essaye d'inventer le territoire. Pour l'instant, c'est une question. On ne sait pas ce que c'est. Mais ça veut dire qu'on cherche quelque chose d'autre que le local. On le voit bien, ce quelque chose d'autre, c'est donner une substance à des réalités socio-économiques en mobilisant des acteurs. Et vous voyez déjà, rien que ça, ça montre que le système politico-administratif qui est découpé verticalement et cloisonné, il n'est pas adapté au territoire. Parce que le territoire, il le découpe de façon absurde par rapport aux problèmes qui s'y posent. Parce que l'économie, l'habitat, le logement, les phénomènes de pauvreté, de précarisation, qu'on appelle d'ailleurs de vulnérabilité, tout ça est lié à des phénomènes plus larges qui touchent tout un territoire. Quand une ville comme Bordeaux réussit à attirer du monde, c'est une magnifique politique territoriale qui se met en place. Mais le grand problème, c'est que ça chasse tout un tas de gens parce que les prix du logement augmentent. Alors comment on gère le côté positif et comment on gère le côté négatif, c'est-à-dire la conséquence dysfonctionnelle de ce qu'on fait par ailleurs? Dans l'ancien système, c'était l'État qui se préoccupait de gérer tout ça et ces politiques locales prenaient en charge les segments des problèmes. C'est plus possible. Ça ne marche plus. Donc vous avez, ce qui nous arrive, c'est que notre mode d'organisation dans le système politico-administratif est inadapté. Bon. Dans l'action sociale, ce qui nous arrive, c'est qu'avec l'individualisation accrue, on appelle ça l'inclusion, l'insertion et l'inclusion. Je ne vous fais pas de dessin, vous le savez. Il faut maintenir les individus le plus possible dans le droit commun. Il faut s'attacher à leur situation singulière. Il faut répondre à leur évolution, à leur parcours. Il faut que les structures se mettent au service de ce parcours. Il faut non plus les prendre en charge, mais les prendre en compte, etc., etc. La quincaillerie administrative pour faire tout ça, c'est les projets, les contrats. Donc nous sommes dans une nouvelle grammaire de l'action sociale de façon globale. Et dans la protection de l'enfance, vous retrouvez la poussée de ces problèmes, sous la forme évidemment des mutations
avec les droits de l'enfant, etc. Bon, l'individualisme aboutit finalement, dans sa pointe extrême juridicisée, à la constitution de droits subjectifs pour les enfants, des droits subjectivés, si vous voulez. Or, un droit subjectif peut être subjectivé, mais un droit subjectif, il est d'abord public. Parce que c'est la collectivité qui le définit, qui le proclame, et qui lui donne sa substance. Donc, tout ça nous met dans un champ de difficultés, etc. Alors j'en viens à la troisième partie, où allons-nous avec tout ça? Je dirais que si je répondais, j'en sais rien, l'intervention serait terminée, on pourrait passer aux questions. Parce que c'est un peu vrai, j'en sais rien. J'en sais. Mais enfin, comme je suis venu jusqu'ici, je vais essayer de dire 2-3 choses. Alors la première, on va reprendre chaque élément. Pour ce qui est du système politico-administratif local, eh bien, l'avenir est extrêmement nébuleux. Vous l'avez constaté comme moi, depuis 82-83, la décentralisation de fer, qui s'était faite d'ailleurs dans la logique du système tel qu'il était à l'époque, qui n'anticipait pas du tout sur les évolutions. Donc on a fait 4 trains de décentralisation, on a changé, adapté, mais nous n'avons pas trouvé la bonne échelle, la bonne façon de fonctionner. On a même compliqué à loisir le système, puisque, pour des raisons qui tiennent au système, ce que j'appelle moi le système notabiliaire, c'est-à-dire le système des élus, principalement, on n'a rien supprimé, on a ajouté. Donc, les communes sont couvertes par des intercommunalités, mais les communes restent la structure de base. Les intercommunalités n'acquièrent que très difficilement une substance propre. On n'élit pas les conseils intercommunaux d'agglomération, de métropole, etc. Bon. Donc là, on est dans une demi-mesure. Le département subsiste, mais il y a eu des projets pour le supprimer, pour le réorganiser par rapport aux régions ou par rapport aux intercommunalités. Enfin, on ne sait pas. En tout état de cause, toutes ces réformes, au moins, apportent une preuve, c'est que ça ne va pas. Sinon, on ne ferait pas de réforme. Bon, les régions, elles sont embryonnaires, elles ont des ressources faibles, elles ont des compétences attribuées très faibles. Donc le système reste très découpé, les compétences sont attribuées aux uns et aux autres, et dans toutes les lois, d'ailleurs, vous avez cette réalité assez paradoxale. D'un côté, on dit qu'il faut réaffirmer les compétences de chacun, avec le chef de file, etc., etc. Et de l'autre côté, il faut que les acteurs coopèrent, se coordonnent. C'est dire deux choses antagoniques dans la même phrase. Voilà. Nous tenons absolument aux communes, entendais-je M. Juppé du temps où il était maire de Bordeaux, nous tenons absolument aux communes, mais il est très important que les intercommunalités agissent avec force. Ah oui, ça va être à la fois du lard et du cochon, si vous voulez. Voilà. Bon, donc très certainement trop de niveaux et des difficultés à concevoir le système. Donc comment passer à des politiques territoriales? Alors je reviens sur ce terme. Pour moi, l'idée de territoire, c'est l'idée qui consiste à essayer de trouver une substance globale dans un espace humain, c'est-à-dire à faire que les éléments sont articulés, que les conséquences de certaines politiques sont prises en compte dans le territoire pour en limiter les effets négatifs, etc. Alors que notre système, on le connaît, c'est l'économie est gérée d'un côté, et puis dans le social, par exemple, c'est le département qui est le dépotoir, qui récupère tous les problèmes. Mais le département n'a pas les moyens d'agir sur les raisons pour lesquelles les gens lui arrivent. Parce que ça appartient à d'autres opérateurs. Il ne faut pas s'étonner qu'ils soient en crise financière, puisque d'un côté, ça se dégrade, il y a de plus en plus de problèmes, et de l'autre côté, il n'a pas les moyens d'agir sur les causes. Autrement dit, c'est un système de traitement symptomatique. On traite les symptômes. On
traite pas les problèmes tels qu'ils se posent. Voilà. Dans la protection de l'enfance, eh bien, l'évolution, ben, vous la connaissez. Je passe sous le côté très important, évidemment, de sentiment de submersion qui tient au fait que, du fait des transformations que j'ai évoquées, individualisation, transformation anthropologique, etc., ben, notre société se pose un problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'éduquer un enfant aujourd'hui? Comment faire? Dans cette question, il y a des gens qui s'en débrouillent à peu près, heureusement. Il n'y a pas 100% de la population qui va à la protection de l'enfance. Parce qu'à ce moment-là, ça serait un gros problème. Mais il y en a quand même de plus en plus, avec des difficultés qui sont de moins en moins homogènes, qui sont de plus en plus diversifiés, des modèles familiaux de plus en plus difficiles à percevoir, à organiser. Bon, là, on a un problème. C'est le problème de la socialisation des jeunes, des enfants. Voilà. Qu'est-ce que c'est que faire des humains qui aient une subjectivité solide et qui soient dans un rapport positif avec le monde dans lequel ils vivent? Voilà. De tout temps, c'est ce qu'on appelle l'éducation, la socialisation, si vous voulez. Et là, on a des problèmes pour faire ça. Alors, comment pourrait évoluer la protection de l'enfance? D'abord, dans l'action sociale globalement, et je vais essayer après de situer la protection de l'enfance, nous sommes confrontés, je dirais, à deux évolutions qui cohabitent et qui peuvent d'ailleurs valablement peut-être cohabiter à terme, mais une évolution dominante que j'appelle l'action sociale de service. C'est la plus facile à mettre en œuvre parce que finalement elle suit assez logiquement ce qui existait avant. Ça consiste à repérer des besoins individuels et à organiser des prises en charge, des suivis, des accompagnements pour essayer d'éviter les débordements trop négatifs et si possible de remettre les individus en question dans le mainstream, le courant. Voilà. Donc, c'est ce qui peut se passer au niveau du handicap, par exemple, la politique du handicap et la protection de l'enfance, une action sociale de service. Vous voyez. Le problème de cette action sociale de service, c'est qu'elle embraye sur l'individualisation, elle la renforce, et finalement, c'est le paradigme du marché. Des individus vont mal, ceux qui ont des ressources vont payer des coachs professionnels, ceux qui n'ont pas de ressources vont s'adresser à l'action sociale. C'est le coaching généralisé. Est-ce que c'est un destin enviable dans la vie que d'avoir des coachs de la naissance à la mort? Je pose la question. Donc c'est le plus facile à faire, mais c'est à mon avis une pente un petit peu glissante. Un petit peu glissante. L'autre hypothèse, c'est, mais qui supposerait beaucoup de conditions, que beaucoup de conditions soient réunies, c'est ce que j'appelle le développement social, c'est-à-dire prendre au sérieux l'idée de territoire et se demander comment l'action sociale peut contribuer à la vitalisation, au dynamisme de territoire pour éviter les problèmes, pas pour les traiter. C'est une logique préventive, avec une anticipation. Donc on essaye de passer du traitement des conséquences au traitement des causes. Voilà. Comment faire tenir une société à peu près debout? Voilà. Je terminerai par une note d'optimisme, parce que ce que je vous dis là peut vous désespérer. Donc, voilà dans l'action sociale. Alors, la protection de l'enfance, à mon avis, évidemment, telle qu'elle est configurée, la protection de l'enfance, va plutôt se situer dans le champ de l'action sociale de service. Mais pour éviter de devenir, au fond, des prestataires de services pour les familles, et on pourrait peut-être imaginer même de supprimer les institutions, de donner l'argent aux familles pour qu'elles achètent les services, pour éviter ce qui ne ferait que marchandiser un peu plus la vie sociale, que développer encore plus la logique consommative, si vous voulez. Je pense que
la protection de l'enfance pourrait tenter de véritablement s'attacher à réfléchir, si vous voulez, à construire collectivement une idée de la famille ou les familles, des solidarités familiales, de la façon de les intensifier, de les stabiliser, et de ce fait de contribuer à, non pas à la résolution totale, mais à une évolution positive dans ce champ qui tente à devenir assez compliqué et qui va finir par nous poser d'énormes problèmes. Donc, travailler sur la famille comme institution. C'est-à-dire une institution, qu'est-ce que c'est? C'est l'association, d'une part, d'un projet collectif avec une organisation, des droits, des obligations, etc. Et dans ce champ, s'il faut développer les droits, il faudrait que tous les acteurs, y compris les usagers, les personnes qu'on prend en charge, essayent de découvrir que un droit, ce n'est pas une prérogative prioritairement, c'est un lien. C'est un lien. C'est-à-dire, ça nous met en société. S'il y a un droit d'un côté, il y a un débiteur de l'autre. Il y a quelqu'un qui le paye. Que si les usagers ont des droits, ben les professionnels que vous êtes en ont. Donc, essayez de penser à nouveau frais et de façon modeste, mais comment réattacher les liens, comment reconstituer les liens qui solidifient les individus et qui les fassent échapper à cette idée qu'ils ont un patrimoine subjectif de biens, de droits, qu'ils doivent les faire valoir, etc. Voilà. Un peu à contre-courant de ce que ma collègue hier, Flore Capelier, expliquait, mais c'était l'objet de son travail que de le faire. Vous voyez, le système de responsabilité, où implicitement, elle nous disait, mais plus les gens vont faire des recours pour attaquer l'État, et pourquoi attaquer l'État? Pour que l'État paye. Mais qui paye, finalement? C'est la société tout entière. On n'est pas dans une logique marchande, vous voyez, de système commutatif. Donc on est dans un système où c'est la question de la solidarité et fondamentalement de l'institution. Voilà, je pense que si on prend en compte les difficultés qui sont nombreuses, si on prend en compte, deuxièmement, ça je ne l'ai pas dit, le fait quand même que la société dans laquelle nous vivons, elle est dynamique, il y a des tas de choses qui se passent, il y a beaucoup d'activités, de dynamisme collectif. Donc comment retrouver le sens du collectif dans une société qui a tendance à isoler les individus, à les paralléliser, à construire un système qui est évidemment absurde. Plus on veut autonomiser les individus, plus l'action collective est nécessaire. J'en terminerai par cette affirmation qui, j'espère, ouvre des perspectives positives. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ce que vous avez dit pour terminer votre exposé ouvre des perspectives sans doute, mais appelle des questions, peut-être. Y a-t-il des questions dans la salle ? J'ai été confronté à la même épreuve hier, il n'y avait pas de questions. Voilà, j'imagine que ce qui a été évoqué sur le basculement anthropologique doit susciter des questions, notamment, c'est-à-dire on ne vit pas, en effet, à n'importe quelle époque. Et voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est que retrouver le sens du collectif, c'est aussi tenter d'infléchir un mouvement qui est malheureusement dans le sens de l'histoire et qui fait que si on reste modeste, en effet, on ne sait pas où on va, mais que l'horizon s'avère quand même un peu inquiétant, parce qu'on passe sans doute de plus en plus de ce qui constituait une société, c'est-à-dire une logique d'association
et d'institutions à une logique d'agrégation d'individus autonomes. Tout ça sur fond, voilà, c'est pas simplement une réalité, c'est une réalité qui est elle-même socialement construite. C'est-à-dire, c'est le modèle aujourd'hui, en effet, d'une liberté qui est une liberté d'individus qui se reconnaissent simplement dans leur singularité. Enfin, là où on peut, moi ça m'évoque notamment ce qu'écrivait Christopher Lasch à la fois dans la culture du narcissisme, c'est-à-dire que le narcissisme, c'est pas simplement un état de fait, c'est aussi finalement une production qui est une production sociale, et le même Christopher Lasch écrivait le moi assiégé, et le moi assiégé, ça prouve bien en fait que cette illusion d'une plus grande liberté, eh bien, nous conduit tout droit à une atomisation de la société où les individus ne sont pas plus libres. Une petite question ? Ah, une question là-bas, je le sens. Oui, une question. Bonjour, Christophe Rincé, je suis éducateur spécialisé à l'ADAES 44. Vous avez évoqué le lien, ça c'est au cœur de nos pratiques en tant que travailleurs sociaux en protection de l'enfance. Là où c'est compliqué, c'est les autres dimensions politiques, économiques, qui nous imposent des choses. Par exemple, en Loire-Atlantique, on nous a augmenté nos nombres de mesures alors qu'on avait diminué 3 mois avant. Et du coup, ça s'impose à nous. Donc comment nous, on peut continuer le lien, comme vous le mettez en avant, face à des rouleaux compresseurs qui ont d'autres logiques. Voilà. Oui, alors bon, c'est vrai que le contexte est problématique. D'abord, il faut savoir que si vous voulez, ce qui est en soi inquiétant, la protection de l'enfance, depuis qu'elle a été décentralisée, c'est-à-dire confiée intégralement au département, a fait en fait l'objet pratiquement d'une augmentation de 5 à 6% par an des dépenses, ce qui est assez considérable. Alors après, si vous voulez, donc ce qui explique d'ailleurs que si vous évoquez des coupes sombres, moi je suis dans un département où la protection de l'enfance, la Gironde, la protection de l'enfance est en crise, connaît de graves difficultés. Il y a eu des coupes terribles qui ont été opérées par le conseil départemental, sous la pression du fait qu'il est en faillite. Une collectivité publique ne peut pas faire faillite comme une entreprise, mais si c'est une entreprise, il serait en faillite. Il peut plus. Mais disons, si vous voulez, le découpage des attributions fait que le département, c'est vrai, il est pris entre le marteau et l'enclume. Il est complètement coincé. Il y a entre guillemets, des besoins qui augmentent de façon permanente. Ses ressources n'augmentent pas du côté de la fiscalité qui lui revient, comme vous le savez, c'est en fait le dynamisme de l'immobilier qui l'alimente. Donc ça s'est effondré. Et troisièmement, les dotations de l'État n'augmentent pas pour la raison que l'État lui-même est en difficulté financière très grave. Donc là, on a une crise générale des finances publiques. Alors après, il y a deux voies. Soit on peut estimer possible de faire croître à nouveau la dépense publique, de demander plus, globalement, ou alors le discours que tiennent beaucoup des acteurs de votre secteur, notamment, c'est d'invoquer l'idée de priorité, c'est-à-dire l'enfance est prioritaire. Sous-entendu, il faudrait que ce soit les ressources des autres qui nous viennent, mais naturellement, vous ne trouvez pas beaucoup de candidats pour lâcher leurs ressources, pour les faire venir dans la protection de l'enfance, et inversement. Et la troisième solution, c'est de changer de logiciel, c'est-à-dire d'essayer de limiter les difficultés. Alors, ce qu'a fait le département de la Gironde, je ne sais pas si c'est pertinent, c'est de limiter les placements, d'essayer de développer plutôt le maintien dans le milieu familial qui, semble-t-il, moi je n'ai pas fait d'études, coûte moins cher. Donc ce sont des aménagements. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi y a-t-il autant de familles qui déraisonnent dans notre société? Voilà pourquoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Étant entendu que vous faites quelque chose, parce que vous intervenez là-dessus en réalité,
mais vous n'avez pas la capacité d'infléchir le flux, c'est-à-dire la source, en quelque sorte, d'agir sur la source. Donc comment peut-on agir sur la source? Je pense qu'il faudra se préoccuper sérieusement de cette question. Alors, est-ce